Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Métissage conceptuel. Les concepts suivent souvent une trajectoire indépendante, sans nécessairement se croiser ou interagir dans une perspective dialectique, créant alors une interface conçue comme un espace de métissage, dont les conséquences peuvent s'avérer décisives jusque dans le monde des pratiques. C'est cette interaction féconde entre les concepts de pédagogie et de patrimoine culturel immatériel, PCI, que le présent ouvrage se propose d'étudier. Du point de vue des pédagogues, la notion de patrimoine culturel immatériel paraît inexploitée jusqu'à présent. Elle permet pourtant de sauvegarder, protéger et mettre en valeur des savoir-faire, des pratiques, des rituels, etc. À titre d'exemple, des héritages aussi contrastés que ceux des maîtres sushi, le washoku, du compagnonnage, du repas gastronomique français ou encore des fest-noz bretons rejoignent aujourd'hui les prestigieuses listes de l'UNESCO. Dans quelle mesure une pédagogie peut-elle être considérée comme un patrimoine culturel immatériel, et surtout, quelle en serait alors la forme? L'entrée dans la problématique suggère, dans un premier temps, une analyse de chacun des critères proposés par l'UNESCO pour comprendre ce que l'institution internationale attend d'un élément du PCI, et de déterminer les critères pour y entrer. Un patrimoine culturel immatériel recouvre une pratique en perpétuelle évolution, dont les détenteurs ont pour mission, non seulement de l'appliquer et la renouveler au quotidien, mais aussi de la transmettre aux générations futures. Dès lors, en quoi la notion de pédagogie, à travers le rôle décisif des communautés de pratique, peut-elle faire partie des éléments inscriptibles sur les listes de l'UNESCO? Du macrocosme vers le microcosme, l'émergence du concept de patrimoine culturel immatériel, PCI, remet en perspective les travaux déjà effectués sur les pédagogies. À ce titre, Jean-Frédéric Oberlin, pasteur et pédagogue du banc de la Roche au XVIIIe siècle ainsi que le musée Oberlin de Waldersbach qui en conserve les traces. La pédagogie développée par Oberlin, empreinte de modernité, est un cas d'étude idéal pour aborder la question du PCI, non seulement parce que chaque innovation introduite par le pasteur est réfléchie dans une optique de développement durable de la petite société rochoise, pour son autonomisation par l'éducation, mais aussi parce que les recherches d'Oberlin et chacune de ses découvertes sont teintées de cette curiosité et de cette importance systématiquement conférée au contexte. De ce parcours naît alors un objectif: participer au processus d'inscription de la pédagogie d'Oberlin sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette reconnaissance serait la consécration de toutes les recherches antérieures, permettant de valoriser sous un jour complètement nouveau l'héritage de J.G. Stuber, prédécesseur d'Oberlin au banc de la Roche, et J.F. Oberlin, au même titre qu'un monument historique, l'objet d'un musée ou un parc naturel. Il peut désormais bénéficier d'une inscription à l'UNESCO et ainsi être valorisé différemment, mais aussi transmis, pérennisé et renouvelé, dans le cadre du PCI. Il sera alors temps d'analyser la manière dont cette pédagogie singulière est mise en valeur aujourd'hui. L'institution muséale ne semble pas idéale pour transmettre un patrimoine immatériel, vivant par définition. Dès lors, est-il possible de réussir cet exercice sans pour autant cristalliser un héritage de plus de 250 ans d'âge? Pour valider une telle hypothèse, la confrontation du musée Oberlin de Waldersbach avec les musées de l'éducation en général devient nécessaire afin de définir les caractéristiques d'un musée de la pédagogie. Bien qu'une pédagogie singulière puisse être considérée comme une pratique et être transmise de génération en génération, elle ne peut être valorisée sans le vecteur humain. De ce point de vue, il devient nécessaire de comprendre comment la communauté garante d'un PCI se l'approprie, le considère et surtout dans quelle mesure elle souhaite participer à un processus d'inscription. Le PCI est avant tout le patrimoine des communautés et doit se construire et évoluer avec elles, dans un processus de co-construction. La possibilité d'inscription au PCI constituerait un véritable atout pour l'actuelle communauté garante de la pédagogie Oberlin, qui bénéficierait alors d'un point d'appui stable, permettant de valoriser, pérenniser et transmettre la pédagogie mise en œuvre au sein du musée. Nous nous emploierons par conséquent dans cet ouvrage à observer la pédagogie au prisme du patrimoine culturel immatériel, dans l'objectif de réfléchir sous une nouvelle perspective sa valorisation, sa transmission et son évolution.
Un historique de la notion de patrimoine, des monuments historiques jusqu'au patrimoine culturel immatériel. Le concept de patrimoine est très complexe. En effet, il ne sera pas compris de la même façon selon les contextes. Il existe une multitude de champs patrimoniaux. Le patrimoine immobilier est certainement le plus courant, suivi du patrimoine culturel, familial ou encore naturel. L'approche du terme diffère aussi selon les pays. En Angleterre par exemple, patrimoine s'écrit heritage, ce qui n'a pas la même signification en France, bien que les deux concepts soient assez proches. Avant d'étudier de plus près le patrimoine culturel immatériel, il est donc important de comprendre ce qu'est le patrimoine, comment cette notion a évolué avec le temps et pourquoi cette évolution a mené à la création d'une convention sur le patrimoine culturel immatériel. 1. Évolution de la notion de patrimoine. La notion de patrimoine, telle que nous la comprenons aujourd'hui, n'existe pas encore au Moyen Âge. Cependant, certaines formes de protection très proches de nos modalités contemporaines ont déjà cours. André Chastel et Jean-Pierre Babelon décrivent le patrimoine comme une notion toute récente, qui couvre de façon nécessairement vague tous les biens, tous les trésors du passé. Chastel et Babelon 1994-11. Or les reliques, qui font l'objet d'un culte durant les périodes de croisade, s'avèrent être un parfait exemple de trésors du passé. Conservées uniquement pour leur valeur religieuse, elles sont des propriétés collectives, transmises de génération en génération. De même, les regalia, objets symboliques du pouvoir royal, sont conservés et transmis par l'intermédiaire du trésor de Saint-Denis. Les livres, archives et autres objets précieux sont de mieux en mieux préservés, en tant que témoins du passé. Enfin, on constate une réelle conscience patrimoniale lorsque François Ier met en valeur la maison carrée de Nîmes ou quand le pape Pie II interdit la démolition de vestiges antiques. Les moyens mis en œuvre au Moyen Âge pour protéger les objets ou les lieux symboliques témoins du passé vont fortement être amplifiés après la Révolution française. En 1790, un recueil sur les antiquités nationales utilise pour la première fois la notion de monument historique. Une commission des monuments est rapidement mise en place pour éviter la destruction des symboles de l'Ancien Régime. Sont alors créés des dépôts d'objets considérés comme des biens nationaux, biens du clergé, des émigrés et de la couronne. On assiste ici au premier acte de protection du patrimoine national. Alexandre Lenoir, un jeune peintre, est chargé par la commission des monuments de l'administration d'un de ces dépôts, le couvent des Augustins. Sa mission consiste à protéger les éléments importants menacés par les retombées révolutionnaires. Dès 1795, il décide d'utiliser la collection ainsi réunie pour fonder le Musée des Monuments français. Afin de renforcer la protection, cette même commission vote aussi en 1793 un décret punissant les destructeurs de monuments d'une peine de 2 ans de prison. Bientôt, la commission temporaire des arts remplace celle des monuments. Composée de membres plus compétents, elle publie une instruction sur la manière d'inventorier et de conserver, dans toute l'étendue de la République, tous les objets qui peuvent servir à l'art et à l'enseignement. La volonté de protéger ce type d'héritage se voit exacerbée par l'abbé Grégoire, 1750 à 1831, député de Grenoble, qui affirme que le respect public entoure particulièrement les objets nationaux qui, n'étant à personne, sont la propriété de tous. Tous les monuments de science et d'art sont recommandés à la surveillance de tous les bons citoyens. Henri Grégoire, 1794. C'est d'ailleurs au sujet de la dégradation de ces monuments qu'il va créer la notion de vandalisme. C'est ainsi que le concept de patrimoine voit le jour en France. Devant les destructions massives d'objets et de monuments culturels intéressants, les instances révolutionnaires vont développer un intérêt et une volonté de protection de tout l'héritage symbolique de l'Ancien Régime. Le patrimoine, qui jusque-là était perçu au sens de patrimonium, notion apparue au XIIe siècle, c'est-à-dire l'ensemble des héritages familiaux, va s'étendre au bien commun de la nation. Il comprend alors un ensemble d'éléments, témoins du passé à conserver et transmettre aux générations futures. Il faut ensuite attendre François Guizot en 1830, pour assister à la création de l'Inspection générale des monuments historiques, en charge de l'inventaire du patrimoine architectural français. La Commission des monuments historiques, créée le 29 septembre 1837, a pour mission d'examiner les monuments précédemment inventoriés.
Finalement, 2 lois vont permettre une protection convenable des édifices répertoriés. Le 30 mars 1887, une loi fonde le corps des architectes en chef des monuments historiques, en charge des rénovations. En 1913, la loi de protection des monuments historiques définit les critères de classement. Ces lois protègent avant tout des traces matérielles et symboliques du passé. Elles donnent naissance au concept de patrimoine, jusqu'alors complètement lié à l'idée de monument historique. Par conséquent, il n'est pas étonnant de voir encore actuellement cette notion largement associée à des objets matériels. Le Moyen Âge est pourtant le point de départ d'une évolution constante de cette notion. En effet, durant cette période, outre les saintes reliques, on prend essentiellement en compte les monuments antiques, symboles d'un glorieux passé. Avec la période romantique, et notamment Victor Hugo qui consacre le Moyen Âge dans Notre-Dame de Paris, le public commence à s'intéresser à une époque jusqu'alors considérée comme sombre. Les premières listes des monuments historiques se concentrent ainsi principalement sur des éléments antiques, médiévaux, et à moindre échelle, de la Renaissance. Il faut attendre le XIXe siècle pour voir émerger sur ces listes un patrimoine plus récent, daté des XVIIe et XVIIIe siècles. Nathalie Heinisch remarque à juste titre que la vitesse de patrimonialisation diminue au fil des générations. Tous les 10 ans environ, la limite a avancé d'une génération, jusqu'à 1880 dès les années 1970, jusqu'à la Première Guerre mondiale dans les années 1980, jusqu'à la Seconde Guerre dans les années 1990 et jusqu'à moins 30 ans au début des années 2000. Heinisch 2009-94. Ainsi, le champ patrimonial évolue chronologiquement bien que tout ne soit pas protégé efficacement ou rapidement. En 1973, le pavillon Baltard des Halles est détruit, la tour Eiffel n'est classée qu'en 1964, etc. Mais la protection va aussi s'étendre à l'environnement proche des monuments classés, pour préserver la cohérence des ensembles urbains. Ainsi, la loi du 25 février 1943 protège un périmètre de 500 mètres autour de ceux-ci. Celle du 7 janvier 1983 instaure les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ZPPAUP. Mais la conscience patrimoniale ne se borne pas uniquement aux constructions humaines. En effet, le concept va aussi progressivement être assimilé à certains sites naturels. En 1864, Abraham Lincoln crée le premier parc national dans la vallée du Yosemite en Californie. En 1872, c'est l'inauguration du fameux parc de Yellowstone dont la faune, la flore, mais aussi la culture des tribus indiennes sont valorisées. En 1902, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, SPPEF, créée l'année précédente, réussit à sauvegarder la source du Lison dans le Doubs. En 1906, la loi Bocquier vient protéger les sites pittoresques, historiques et légendaires. La demande de protection des îles de Bréa est effectuée à ce titre par la municipalité dès 1907. Le 2 mai 1930, la loi de 1906 est remplacée par celle sur la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique légendaire ou pittoresque. De nombreuses lois vont ensuite se greffer sur ce texte générique. Loi sur le littoral de 1986, sur le paysage de 1993, etc. On peut ajouter qu'en France le statut de parc national est créé en 1960 et celui de parc naturel régional en 1967. L'instauration de cette législation va entraîner une prise de conscience. Le patrimoine ne se limite pas aux éléments historiques des grands centres urbains, mais il peut s'étendre aux modes de vie ruraux et a fortiori aux objets du quotidien. Les outils liés aux métiers traditionnels, les lavoirs, ancêtres de nos machines à laver, les maisons typiques, à toiture de chaume, à colombage, etc., vont alors entrer au patrimoine. Après s'être étendue à différentes époques et différents éléments, la notion s'applique désormais au patrimoine du quotidien, autrement dit un héritage que l'on peut qualifier de social. De même, la question de la conservation des friches industrielles va se poser. En 1986, l'Inventaire général lance un programme de repérage national du patrimoine industriel. La notion de patrimoine, qui à l'origine se limite aux monuments antiques, va donc au fil du temps voir son importance s'étendre. Le patrimoine monumental est suivi du patrimoine naturel, rural, scientifique et technique. En créant ces nouvelles catégories,
On va rapidement réaliser que certains éléments sont symboliques de la culture d'une nation entière, voire de l'histoire de l'humanité. De ce fait, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, va être fondée le 16 novembre 1945. Elle a pour mission de promouvoir la paix dans le monde à travers la valorisation de l'éducation, des sciences exactes sociales et humaines, de la culture, de la communication et de l'information. Il s'agit de la première organisation culturelle internationale. Elle va se soucier en premier lieu des destructions de biens culturels liés à la Première Guerre mondiale, grâce à la mise en place de la Convention de La Haye en 1954. À travers cet outil juridique, les 128 États signataires s'engagent à arrêter les destructions d'éléments présentant une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples. Pour ce faire, des listes de patrimoine à préserver sont établies. Bien évidemment, l'apport principal de l'UNESCO va être la Convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, qui entre en vigueur le 17 décembre 1975 et est ratifiée par 185 États. Souhaitant à l'origine uniquement protéger les héritages culturels, l'UNESCO y ajoute un versant naturel sous l'impulsion des États-Unis. Cette convention définit le type de sites méritant d'être inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Ils doivent avoir une valeur universelle exceptionnelle et correspondre à l'un des 10 critères fixés au préalable, par exemple, apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue, ou encore, offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'un ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une des périodes significatives de L'. Histoire humaine, UNESCO, 14 mai 1954. Toutes les catégories de patrimoine, qu'ils soient culturel, naturel, monumental, social et même mondial, ont jusqu'ici un point commun. Elles se rattachent à des éléments solides, palpables. Pourtant, il existe toute une catégorie de pratiques, de savoir-faire, de traditions orales, etc. qui peuvent être considérées comme des trésors du passé. Après s'être intéressé aux nombreuses catégories de patrimoine jusque dans les années 1980 à 1990, préalablement étudiées, les chercheurs et notamment les ethnologues vont prendre conscience du vide laissé par ces nouveaux patrimoines, que l'on ne peut ni voir ni toucher, mais qui se transmettent de génération en génération, au même titre que les héritages culturels et naturels palpables. Finalement, l'UNESCO va reconnaître officiellement le concept de patrimoine culturel immatériel. Mais, bien avant les institutions officielles, certains précurseurs ont tenté de délimiter et protéger ce qui relevait déjà du patrimoine à leurs yeux. 2. Prémisse de la protection de l'immatériel. Exemple français. En 1878, suite au succès des présentations d'objets exotiques issus des colonies et d'objets pittoresques des sociétés rurales françaises contemporaines lors de l'exposition universelle, le musée du Trocadéro ouvre ses portes. Paul Rivet en prend la direction avec Georges-Henri Rivière comme sous-directeur. Le musée comporte une salle consacrée au folklore en France et quelques reconstitutions d'intérieurs paysans. Les premières expositions ethnographiques organisées par Rivière, liées à la mission Dakar-Djibouti, connaissent un franc succès. Il décide alors de lancer un événement du même type centré cette fois sur la France. C'est de cette initiative que naît l'idée de créer un musée français en 1935, qui deviendra finalement le Musée des Arts et Traditions Populaires, inauguré en 1937. Rivière est nommé conservateur en chef de ce musée-laboratoire, comme il aime le nommer. Le folklore et la culture populaire deviennent de véritables objets scientifiques, observés et répertoriés par des chercheurs chargés d'enquêtes de terrain. Ainsi, on expose l'objet dans son contexte, accompagné de textes, d'images et de sons, qui le font parler, en induisant tout son processus de fabrication. L'objet devient alors indissociable des pratiques, gestes et sociétés qui l'ont créé. Petit à petit, la prise de conscience se fait. L'objet muséal n'est perçu comme intéressant que s'il est accompagné de son histoire, de son processus de fabrication, de ses utilisations. C'est donc en grande partie grâce au travail de spécialistes, la plupart du temps des ethnologues, que le concept de patrimoine immatériel apparaît en France. En 1980, dans le cadre de l'année du patrimoine, le ministère de la Culture crée la mission et le Conseil du patrimoine ethnologique, actuelle mission ethnologie.
Elle est basée sur le rapport de Rejem Ben Zaïd. Le patrimoine ethnologique comprend les modes spécifiques d'existence matérielle et d'organisation sociale des groupes qui le composent, leur savoir, leur représentation du monde et de façon générale, les éléments qui fondent l'identité de chaque groupe social et le différencient des autres. On y inclura donc des agents, individus, groupes sociaux, institutions, des biens matériels ou immatériels, œuvres virtuelles ou réalisées, les savoirs organisés, techniques, symboliques, magiques, religieux, ludiques, sociaux, étiquettes, traditions de groupe, esthétiques, etc. Les moyens de communication, langue parlée, système de signes. Ben Zaïd, 1979-27. La mission aide à la mise en place de programmes de recherche. Ainsi, au sein des régions, dans les directions régionales des affaires culturelles, DRAC, des postes de conseillers pour l'ethnologie sont créés, ceux-ci coordonnent les travaux de recherche sur le terrain. Grâce à ce système, des études sont entreprises en 1985 sur les savoirs naturalistes et populaires et en 1987 à 1988 sur les savoir-faire et techniques menacées. Peu à peu, des systèmes de récollement et de protection du patrimoine immatériel se développent en France, bien que ce dernier ne porte pas encore ce nom. Précurseurs japonais. En France, si l'intérêt pour le folklore et le patrimoine ethnologique grandit dans la deuxième moitié du XXe siècle, il faut être conscient qu'à cette époque certains pays sont bien plus avancés dans la préservation des héritages immatériels. Le Japon est très certainement le précurseur dans ce domaine. Dans les années 1950, sous l'occupation américaine après la défaite de la Seconde Guerre mondiale, le Japon est soumis à une forte influence artistique des États-Unis. Face à cette nouvelle vague, le pays se voit obligé de mettre l'accent sur la préservation de son patrimoine culturel, sous peine d'une pure et simple disparition. Face à la rapide modernisation liée à la présence occidentale, les dirigeants mettent en place une loi consistant à préserver, développer et enrichir les arts et métiers traditionnels. Dans cette loi, le terme patrimoine immatériel culturel est utilisé juridiquement pour la première fois. Ainsi, le Japon tente de préserver sa culture ou plutôt l'identité culturelle symbolique de sa civilisation. Le champ du patrimoine culturel immatériel comprend alors les formes théâtrales ou musicales, les techniques artisanales et différentes productions culturelles possédant une grande valeur historique ou artistique pour le Japon, Maison des cultures du monde, 2009-69. Les Japonais mettent en place un système de reconnaissance en 1954 afin de protéger les principaux savoir-faire et techniques en voie d'extinction. Au fur et à mesure, la reconnaissance s'étend à différents critères: valeur artistique remarquable, valeur historique, rôle important dans l'histoire des techniques artistiques ou artisanales et valeur remarquable, contribution à la création artistique doublée de caractéristiques locales affirmées. Pour soutenir la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel, le gouvernement choisit un groupe ou un individu détenteur d'un savoir-faire à sauvegarder et lui confie une subvention de 2 millions de yens par an permettant ainsi de parfaire les techniques et de former des successeurs. On valorise ainsi différents arts en qualifiant les praticiens de trésors humains vivants, dépositaires d'un art, d'une technique, etc., et devant posséder une grande maîtrise de leur savoir-faire et des méthodes utilisées ou faire partie d'un groupe dont 2 membres au minimum maîtrisent parfaitement les savoir-faire liés à un patrimoine commun. Notons qu'en 2003, il existe ainsi au Japon 87 éléments protégés et 116 trésors humains vivants. L'exemple du Japon va permettre le développement du système de protection du patrimoine culturel immatériel dans différents pays asiatiques. La ministre de la Culture coréenne désigne ses premiers trésors culturels immatériels ou invisibles, en 1964. Dans ce cas, l'accent est mis sur la pédagogie. L'État subventionne un artiste, mais aussi les trésors humains vivants, assistants ou étudiants garants de la continuité des pratiques. Ils sont formés durant 5 années au terme desquelles seuls les meilleurs deviennent apprentis. Outre ces mesures, le gouvernement subventionne la documentation liée aux pratiques. Enfin, une représentation annuelle au minimum doit permettre de montrer le travail des trésors humains vivants à des fins de sensibilisation. D'autres pays asiatiques vont emboîter le pas au Japon et la Corée. Taïwan, la Thaïlande ou encore les Philippines s'inspirent des systèmes préalablement mis en place. L'Asie possède donc une avance décisive dans le domaine du patrimoine culturel immatériel,
puisque de véritables procédés de protection, de valorisation et de transmission voient le jour bien avant l'apparition d'une législation européenne ou américaine du même type. La France va tenter de combler son retard en instaurant en 1994 le titre de maître d'art, qui s'inspire grandement des trésors humains vivants japonais. Ce titre est attribué par le ministère de la Culture à des professionnels dont l'excellence du savoir-faire et le talent dans leur domaine doivent être reconnus par leurs pairs. De plus, le maître d'art justifie d'au moins 10 ans de pratique et doit surtout être impliqué dans la transmission de ses connaissances aux générations futures. Sur ce deuxième point, le texte du ministère de la Culture précise: le titre de maître d'art est conféré par arrêté du ministère de la Culture et de la Communication à des professionnels des métiers d'art possédant un savoir-faire remarquable et rare qui acceptent de conduire des actions de formation pour transmettre ce savoir-faire à un élève. Comme dans le système nippon, le maître d'art est bénéficiaire de l'allocation nécessaire au développement et à la transmission de son savoir. L'étudiant, quant à lui, peut disposer d'une bourse après avis de la commission de formation. Le Conseil des métiers d'art étudie et sélectionne les candidatures au grade de maître d'art. Notons que les allocations sont aussi destinées à améliorer les techniques et à les développer sur le marché national et international. Il ne s'agit pas de figer une pratique, mais de la perpétuer et de développer des traditions ancestrales. Le système français est bien moins englobant que ses précurseurs asiatiques. En effet, alors qu'en Asie on souhaite préserver la pratique des musiciens, des acteurs, des danseurs, etc., en France, on se limite à la protection de savoir-faire artisanaux. Aucun élément du folklore ou de la tradition artistique populaire ne disposera de ces maîtres d'art. D'un point de vue juridique, la notion de patrimoine culturel immatériel voit donc le jour au Japon. Si celle-ci se répand assez rapidement en Asie, elle a du mal à s'imposer sur les autres continents. Pourtant, le folklore, les traditions populaires, les savoir-faire sont présents partout et certains méritent d'être préservés. Il paraît important, voire essentiel, que ces éléments soient mis en avant par les instances internationales afin de provoquer une prise de conscience dans les différents pays détenteurs d'héritage immatériel. Intervention bolivienne. Il semble assez normal de considérer l'UNESCO, institution en charge de la protection du patrimoine de l'humanité, comme source de la prise de conscience de l'existence et de l'importance du patrimoine culturel immatériel. Mais pour que l'UNESCO prenne en compte cette nouvelle catégorie de patrimoine, il aura fallu attendre une impulsion extérieure. Vladimir Tr. Hafstein, dans Chira Bortolotto, 2011, met l'accent sur l'intervention du ministre des Affaires étrangères et de la religion de la République de Bolivie. Dans une lettre du 4 avril 1973, le ministre manifeste son mécontentement auprès du directeur général de l'UNESCO, en avançant le fait que les instruments légaux alors existants visent à protéger des objets tangibles plutôt que des formes d'expression telles que la musique et la danse, qui subissent de nos jours une exportation clandestine des plus intensives, participant d'un processus de transculturation commercialement orienté qui détruit les cultures traditionnelles. Bortolotto 2011-75. Pour arriver à cette conclusion, le ministre bolivien s'appuie notamment sur la réutilisation d'une chanson traditionnelle bolivienne, El Condor Pasa. Cette chanson folklorique, issue des natifs des Andes et arrangée par Daniel Alomnia Robles en 1913, met en avant le condor, symbole de l'esprit des Incas, qui s'envole vers les hauteurs pendant que le peuple bolivien se révolte face aux oppresseurs blancs. Or cette chanson est reprise en 1970 par Simon et Garfunkel, qui se font accompagner pour ce titre par le groupe Los Incas. Produite sous le nom de Bridge Over Troubled Water, la chanson connaît un énorme succès puisqu'elle remporte un Grammy Award et fait partie des meilleures ventes. Même si le groupe chante avec un objectif de soutien solidaire, il est évident que beaucoup de Boliviens regrettent de voir que l'on utilise l'une de leurs chansons traditionnelles, qui plus est faisant référence au condor, synonyme de fierté, afin d'en tirer des profits commerciaux. On perçoit mieux à travers cet exemple pourquoi le ministre bolivien réclame une amélioration de la protection du folklore. Mais n'oublions pas qu'en 1971, la Bolivie connaît un coup d'État qui porte le général Hugo Banzer au pouvoir, créant ainsi une dictature militaire. On comprend l'utilité politique d'une telle revendication.
Banzer avait d'ailleurs réduit les indigènes à une grande pauvreté en confisquant leurs terres, mais aussi en s'appropriant leur folklore, afin de créer une identité nationale bolivienne, instrumentalisation typique de la majorité des dictatures. Cet exemple met en lumière deux éléments fondamentaux. Tout d'abord, l'intérêt d'un pays pour sa culture et les difficultés pour la conserver dans son état originel. Ensuite, il montre aussi comment la protection souhaitée peut être utilisée à des fins discutables. Utilisation des symboles, le condor devient synonyme de soumission aux armes, des actes traditionnels, le folklore devient représentatif de la dictature et non des indigènes et oppression, vol de la culture indigène, etc. Malgré cette dualité dans la façon de percevoir l'intervention bolivienne, à la fois protectrice de sa culture, mais aussi manipulatrice à des fins nationales, le bien-fondé des réclamations d'origine ne peut être remis en cause. L'accent est mis sur l'absence d'outils de protection du folklore et de la tradition populaire. Pour éviter cela, le ministre propose 3 mesures visant à mieux respecter ce type de patrimoine. Ajout d'un protocole à la Convention universelle sur le droit d'auteur de 1952. Signature d'une nouvelle convention visant à réguler dans tous ses aspects la préservation, la promotion et la diffusion du folklore, assortie d'un registre international de la propriété culturelle du folklore. Arbitrage du Comité intergouvernemental de la Convention universelle sur le droit d'auteur, en cas de litige sur la paternité d'une même forme d'expression. Par ces mesures, il souhaite protéger la culture de son pays. Mais il faut aussi comprendre que la culture n'existe pas sans reproduction. La copie est une condition fondamentale de la culture, Hafstein dans Bortolotto 2011-78. En effet, comment diffuser une culture populaire sans la copier ? L'apprentissage d'une danse ou d'un chant, par exemple, suppose une forme de reproduction et d'appropriation inconsciente d'une culture qui doit alors être protégée. Par exemple, dans le cas d'un ouvrage ou d'une musique originale, un nombre trop important de copies est comparable à du vol. Hafstein insiste à ce propos sur l'importance de la notion d'auteur. La notion d'auteur dans son sens moderne émerge comme un produit de l'individualisme possessif des sociétés occidentales, comme un complément du sujet individuel qui se donne une substance à travers ses possessions et créations. Hafstein dans Bortolotto 2011-79. Dans le cas où un objet culturel possède un auteur bien défini, il est nécessaire de le préserver d'un trop grand nombre de reproductions, sous peine de déposséder celui-ci de son œuvre. La contrepartie légale de la notion d'auteur est le droit d'auteur. Hafstein dans Bortolotto 2011-79. Un objet du patrimoine culturel immatériel doit donc être protégé, au risque d'être attribué au mauvais créateur ou de se banaliser au point de ne plus permettre l'identification de sa provenance. Pour protéger le folklore et la tradition populaire, le ministre des Affaires étrangères et de la Religion de la République de Bolivie propose dans sa lettre de 1973 de définir un protocole à l'échelle internationale, qui permettrait de contrôler leur propagation. Il appuie son argumentation sur le fait que l'autorité d'un État ne dépasse pas ses frontières, et qu'il est par conséquent impossible de contrôler l'évolution de ce type d'éléments à l'extérieur du pays. En d'autres termes, le ministre aimerait voir le patrimoine culturel immatériel, même s'il n'utilise pas l'expression, bénéficier d'une protection au niveau de l'État, ayant la même valeur que les droits d'auteur. Les droits sur les formes d'expression populaire d'origine collective ou anonyme ayant été élaborés sur le territoire d'un État membre ou y ayant acquis un caractère traditionnel, sont la propriété de cet État. Il est évident que le régime dictatorial bolivien, à l'origine des suggestions de la lettre de 1973, a empêché l'UNESCO d'accéder à ces requêtes. Malgré cela, les protections déjà existantes, en Asie notamment, les requêtes boliviennes et les différentes tentatives de mise en valeur de patrimoine folklorique sont à l'origine d'une prise de conscience mondiale de l'importance des savoir-faire et autres traditions populaires. 2 instances internationales vont alors tenter de progresser sur la problématique de la protection du patrimoine culturel immatériel. L'UNESCO et l'OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Dans les années 1970 et 1980, elle tente de créer un instrument de protection de la propriété intellectuelle.
Ceci débouche en 1982 sur les dispositions types de législation nationale sur la protection des expressions du folklore contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables, qui n'ont finalement eu que peu d'effet. Elle propose ensuite en 1984 un projet de traité pour la protection des expressions du folklore, qui vise à arbitrer les questions de propriété intellectuelle au niveau international. Mais les objections des pays développés à économie de marché empêchent sa ratification. Devant ces échecs, les organisations se répartissent les tâches. L'UNESCO se charge de la question de la sauvegarde et de listes répertoriant les éléments culturels intéressants et l'OMPI s'occupe des questions de propriété et d'échange. Cette seconde institution pilote depuis 2000 le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, au savoir traditionnel et au folklore, outil de protection locale et internationale, utile aux pays en voie de développement économique qui souhaitent défendre leurs expressions et savoir-faire traditionnels et ceux de leurs peuples indigènes sous le régime de la propriété intellectuelle. L'UNESCO de son côté tente de mettre en place un texte international visant à protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel immatériel. Une telle entreprise prend du temps et il faudra attendre 2003 pour que la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel voie le jour. 3. Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La notion de patrimoine a bien évolué depuis le patrimonium médiéval. Elle englobe plus de territoires, plus de sujets et intéresse donc plus de personnes. Malgré cette mutation et cet élargissement croissant, de nombreux spécialistes réalisent au cours du XXe siècle que le concept est incomplet. En effet, nombre d'héritages, transmis de génération en génération et ayant une valeur culturelle, sont laissés de côté. Il s'agit des traditions, des légendes et des savoir-faire qui n'ont aucune consistance physique, mais qui sont relativement comparables aux sites historiques ou aux objets des musées. Ils sont représentatifs de la culture d'une ou plusieurs nations, d'un peuple, d'un groupe, d'une personne et sont les témoins d'une histoire. Cette histoire ne mérite-t-elle pas une protection et une mise en valeur ? Peut-on placer tous ces éléments invisibles, impalpables, dans un musée ou dans un lieu qui permettrait de les valoriser ? C'est en tout cas l'objectif de l'UNESCO, lorsqu'elle décide de créer la Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel. Les critères de l'UNESCO définissant un PCI. Au début des années 1990, l'UNESCO et l'OMPI décident de travailler séparément sur les possibilités de protection des héritages immatériels. Il s'agit d'un tournant important puisqu'il va permettre à l'UNESCO de donner naissance à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel. Mais sa genèse va prendre énormément de temps. La nouveauté qu'implique la notion d'immatérialité entraîne de multiples réflexions. Quels sont les champs compris dans cette notion ? Comment appréhender ce nouveau type de patrimoine ? Peut-on réellement valoriser ce que l'on ne peut ni voir, ni toucher ? Etc. Ces interrogations vont donner lieu à des séminaires et des débats au terme desquels le patrimoine culturel immatériel, PCI, sera progressivement défini. Durant les années 1990, les chercheurs spécialisés dans les questions liées au patrimoine vont aussi entamer une réflexion sur tous les progrès déjà accomplis. La multitude de champs patrimoniaux créés au Moyen Âge, après la Révolution, mais aussi durant les XIXe et XXe siècles, a entraîné l'entrée d'une quantité impressionnante d'éléments sur les listes de recensement. Pour reprendre le titre de l'ouvrage de Nathalie Heinisch, on patrimonialise tout, de la cathédrale à la petite cuillère. De nombreuses personnes commencent à défendre des objets, des lieux, des monuments, afin de les classer, les inscrire, les protéger et les mettre en valeur. Mais cette ferveur culturelle a besoin d'être analysée afin de mieux saisir les mécanismes de patrimonialisation. On cherche non plus seulement à faire du patrimoine, mais bien plutôt à comprendre comment se fait le patrimoine ou encore, ce qui fait le patrimoine. Grenet et Autain dans Chiara Bortolotto 2011-12. Toutes ces questions vont permettre d'alimenter la réflexion sur ce qu'est réellement un PCI et sur les critères qui peuvent le définir. Dans ce contexte, l'UNESCO va lancer un long débat visant à créer un texte officiel permettant d'harmoniser, au niveau international, la gestion des PCI,
Les experts, historiens, ethnologues et spécialistes des questions liées au patrimoine entament donc une réflexion à partir de 2001. Les échanges aboutissent finalement à la rédaction d'un texte, entre 2002 et 2003, définissant ce que sont les PCI et la façon dont leurs propriétaires doivent les gérer. C'est la naissance de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel validée, le 17 octobre 2003 par la signature du 30e État membre. Ce texte permet au PCI d'accéder enfin à une reconnaissance internationale, qui, comme nous avons pu le constater précédemment, lui faisait alors défaut. Il devient, au même titre que le patrimoine culturel ou naturel, une catégorie patrimoniale à part entière. Cette nouvelle déclinaison du patrimoine est sans aucun doute la plus originale. La particularité du PCI réside dans son côté intangible. Les mécanismes utilisés lors d'un classement ou d'une inscription dit classique, avec pour objet un élément concret, vont s'avérer complètement inutiles pour la protection de l'immatériel. La principale différence est justement liée à l'absence d'objet. Par exemple, quand on décide d'inscrire un monument sur les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO, aucun doute n'est possible. L'objet, tangible, justifie par son intérêt architectural, historique, esthétique, etc. sa présence sur les listes. Dans le cas d'un PCI, il n'existe rien de palpable permettant de témoigner directement de son existence et de sa compatibilité avec les critères patrimoniaux. Par conséquent, l'un des apports les plus importants évoqués dans la Convention de 2003 consiste à prendre en compte la continuité de la pratique. En d'autres termes, pour prouver l'existence d'un PCI, il est obligatoire que celui-ci soit toujours vivant. L'article 2 de la Convention en témoigne. Il commence par délimiter les champs recouverts par la notion de PCI. On entend par patrimoine culturel immatériel les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés. Convention pour la sauvegarde du PCI, 2003-4. Par la suite, le texte insiste sur l'importance du maintien des savoir-faire, traditions et autres représentations. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération et recréé en permanence par les communautés et groupes. Convention pour la sauvegarde du PCI, 2003-4. Cette récréation est garante de l'existence d'un PCI. Elle permet de lui donner une consistance et il d'un moyen concert pour le valoriser. L'obligation de perpétuer les pratiques pour obtenir le statut de PCI implique une réduction des catégories patrimoniales liées à l'immatériel. On ne pourra par exemple pas protéger un rituel ancien, n'ayant plus cours actuellement. La Convention de 2003 précise quels sont les éléments potentiellement admissibles sur les listes de l'UNESCO. Les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel. Les arts du spectacle. Les pratiques sociales, rituels et événements festifs. Les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers. Les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Pour qu'un élément soit admis au sein du PCI, il doit entrer dans l'une de ces catégories et être toujours pratiqué. Si ces deux conditions sont respectées, il est potentiellement inscriptible sur les listes de l'UNESCO. Mais l'UNESCO ne peut se charger seule de la rédaction des célèbres listes. L'accès au statut de PCI passera donc également par les États signataires de la Convention. En effet, ce sont les nations qui vont être en charge de la présélection des éléments éligibles. Ce tri, évidemment nécessaire devant l'afflux de demandes d'inscription, pose toutefois un problème. Le choix des représentants de l'État ne risque-t-il pas d'être orienté selon la politique culturelle du pays ? Il paraît logique qu'un État ne souhaite pas inscrire sur la liste un PCI lui paraissant non représentatif, ou qui irait à l'encontre des idéaux et des valeurs transmis par son gouvernement. De plus, la question de l'image de l'État aux yeux du monde se pose. Plus la liste du PCI d'un pays sera longue, plus celui-ci sera visible et prestigieux. Avant d'accepter les candidatures proposées, l'UNESCO devra donc imposer une réflexion sur le bien-fondé des motivations de la proposition. Est-elle politique, culturelle, économique ? Un PCI sélectionné par un État est susceptible d'entrer sur l'une des deux listes prévues par l'UNESCO dans le cadre de la Convention sur la sauvegarde du patrimoine immatériel. En premier lieu,
La liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité doit, pour assurer une meilleure visibilité du patrimoine culturel immatériel, faire prendre davantage conscience de son importance et favoriser le dialogue dans le respect de la diversité culturelle, le comité tient à jour et publie une liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, Convention pour la sauvegarde du PCI 2003-7. Barbara Kirstenblatt-Gimblett souligne à ce propos le problème de la mise en vitrine, qui enlève sa particularité au PCI. En effet, l'inscrire sur une liste revient à le normaliser, à le ramener au même rang que tous les autres, lui ôtant ainsi sa capacité à bousculer les normes, évoluer et être interprété selon les interprètes et leur époque. Une pratique ainsi listée devient une marchandise. Légitimée par l'UNESCO, elle se transforme en ressource économique et touristique. L'inscription sur la liste doit donc être accompagnée d'une surveillance de l'utilisation qui est faite d'un PCI. Le fait que l'UNESCO se porte garante de divers patrimoines ne doit se faire ni à leurs dépens, ni à ceux de leur état d'origine. Pour éviter des dérives trop importantes, la Convention de 2003 précise aussi que seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus et d'un développement durable. Convention pour la sauvegarde du PCI 2003-4. L'UNESCO tente, par ce biais, de conserver la nature première des PCI et d'éviter les dérives liées à leur réutilisation politique ou économique. Une seconde liste est prévue pour des PCI dont la pratique est menacée de disparition. En vue de prendre les mesures de sauvegarde appropriées, le comité établi tient à jour et publie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.